B. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Bonjour Alan, j'ai vraiment mal dormi cette nuit. Je fais de la fièvre. Est-ce que ça te dérange de prévenir Coralie pour me faire remplacer aujourd'hui? Merci infiniment, mon cher collègue. Message 2. Raph, comment vas-tu? J'ai oublié, c'est bien samedi l'enterrement de vie de jeune fille de Sandra. Bon, j'espère que tout le monde sera à l'heure. On va bien s'amuser. Ciao! Message 3. Bonjour Madame Tremblat. En ce début d'année, votre compagnie de téléphone vous propose de changer votre forfait pour bénéficier de 6 gigas à moitié prix. Rappelez-nous vite ou écrivez-nous dans votre espace personnel en ligne. Bonne journée. Message 4. Allô, Pa? Mon téléphone n'a presque plus de batterie. Je suis pas encore arrivé chez Tante Inès. Envoie-moi l'adresse par message texte le plus vite possible, sinon je risque de me perdre. Merci. Message 5. Monsieur, bonjour. Comme convenu, la formation en comptabilité commencera le lundi 4 avril à 9 h. Merci d'arriver au moins 15 minutes à l'avance pour remplir quelques documents administratifs. Au plaisir de vous y voir. Message 6. Bonjour Manon. J'ai pas reçu le procès-verbal de la dernière rencontre. J'en ai vraiment besoin. Tu crois que c'est possible de me l'envoyer par courriel avant demain? C'est gentil. Bonne fin de journée. Vous allez entendre 4 messages diffusés dans un lieu public. Lisez les questions, puis écoutez le message en répondant aux questions. Message 1. Au nom de tout notre équipage, nous vous rappelons que notre appareil est équipé de détecteurs de fumée et qu'il est strictement défendu de fumer dans les toilettes en tout temps. Message 2. Le début de la pièce va commencer dans quelques instants. Je vous prie de laisser votre téléphone éteint durant toute la production. Merci de votre compréhension. Message 3. En raison d'une intervention des services d'urgence auprès d'une personne malade ou blessée, le service est perturbé sur l'ensemble du réseau. Le service devrait reprendre normalement dans une vingtaine de minutes. Message 4. Mon nom est Nathalie Martin. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous pouvons vous servir ce soir en français, en anglais et en espagnol. Afin de faire votre choix de menu, veuillez consulter notre brochure. Vous allez entendre 6 informations courtes diffusées à la radio. Indiquez à quelle rubrique l'information appartient. Question 29. Mondial junior, le Canada éliminé par la Finlande. Le défenseur Toni Jutunen a déjoué Michael Dimitri à 5 minutes 17 de la période de prolongation en quart de finale du tournoi de Vancouver. Question 30. Libéré de prison grâce à la balado-diffusion, Walter Woods, âgé de 47 ans, a été embauché comme réalisateur à temps plein et est réputé pour avoir aidé d'autres détenus et fait comprendre la vie quotidienne dans ce lieu. Question 31. C'est une première mondiale. La Chine a réussi jeudi l'alunissage inédit d'un engin sur la face cachée de la Lune, un événement historique qui renforce les ambitions spatiales de Pékin. Question 32. La 42e saison du Festival de l'Anaudière se tiendra du 5 juillet au 4 août. Renaud Loranger succédera à Grégory Charles. À 35 ans, le Québécois assume ses nouvelles fonctions en plus d'être à la barre du label néerlandais Pentaton. Question 33. Qui n'a jamais rêvé de survoler les embouteillages plutôt que d'être coincé dans sa voiture? Les voitures volantes, popularisées en particulier par le cinéma, appartiennent de moins en moins à la science-fiction. Plusieurs startups y croient dur comme fer. Par exemple, NFT, basé à Mountain View aux États-Unis, en plein cœur de la Silicon Valley. Question 34.
Des objets, du plastique et du polystyrène issus des quelques 270 conteneurs perdus par un navire dans la mer du Nord continuaient de s'échouer sur les plages néerlandaises où des actions de nettoyage s'organisaient vendredi avec l'aide de l'armée. Section C. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Doit-on rendre le vote des jeunes obligatoire? Indiquez si la personne interrogée A. Juge qu'il est indispensable de trouver de nouvelles approches. B. Pense que c'est inutile et que ce serait une perte de temps. C. Pense que les jeunes se manifestent déjà suffisamment. D. Ne se prononce pas. Question 35. Si vous voulez savoir mon avis, c'est un sujet d'actualité particulièrement délicat. On blâme souvent les jeunes de s'abstenir, mais certains adultes ne croient plus depuis longtemps à la politique. Je me pose encore la question, voyez-vous. Question 36. Mais bien sûr, il est temps de légiférer sur la question. Vous savez, si on ne met pas tous les moyens pour rendre plus attractif le vote pour nos jeunes, quitte à ce que ce soit obligé, comment voulez-vous qu'ils s'y intéressent? On est quand même au XXIe siècle. Question 37. Selon moi, ils se déplacent souvent pour les grandes élections comme les présidentielles. Je les vois quand je suis dans la file d'attente. Le problème entre nous, c'est qu'on prenne en compte le vote blanc. Question 38. Ah ben ça, c'est la meilleure. Vous croyez vraiment que ça va changer quelque chose? Plus on oblige, plus on se déresponsabilise. Ça n'en vaut pas la peine. Question 39. En ce qui me concerne, j'ai un fils de 22 ans et c'est la personne la plus engagée que je connaisse. Il serait certainement d'accord avec moi si je lui disais qu'il faut tout faire pour inciter les gens à voter. Et pourquoi pas utiliser la technologie pour mieux rejoindre les jeunes? Question 40. Pour être honnête avec vous, je n'arrive pas à imposer quoi que ce soit à mes enfants. C'est une perte de temps. Je leur dis souvent qu'il faut avoir une activité sportive 2 fois par semaine pour leur bonne santé physique et mentale. Et pourtant, vous croyez qu'ils m'écoutent? Vous allez entendre 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois et complétez vos réponses. Message 1. Monsieur Hulot, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Non, merci de m'amener un petit parfum canadien. Vous savez que votre départ du gouvernement a causé une onde de choc, jusque chez nous d'ailleurs. Donc on est 4 mois plus tard. Est-ce que vous êtes plus serein aujourd'hui? Plus léger parce que quand du jour au lendemain, vous vous échappez d'une charge qui est très lourde, évidemment, moins de stress, moins de tension, surtout quand vous prenez à cœur votre mission. L'esprit quand même inquiet, l'esprit lourd, parce que j'observe le monde dans sa complexité, sa gravité, son urgence. Et par moments, je me dis comment opérer pacifiquement cette mutation. Oui, cette transition écologique. Quand même, Monsieur Hulot, en démissionnant, est-ce que vous n'avez pas baissé les bras? Est-ce que c'est pas se résigner? Parce que finalement, c'est peut-être dans les gouvernements... Non, justement, se résigner, ça aurait été prolonger ma mission. Parce que c'était donner le sentiment, ce que les gens pensaient quand ils m'ont vu accepter cette fonction que j'avais plusieurs fois refusée, se sont dit, s'ils l'acceptent, c'est qu'on va vraiment se mettre en ordre de marche. Et qu'on va préparer cette transition écologique et solidaire et on va la planifier. Et je ne voulais pas, donner l'illusion que c'était ce qui était en train de se passer. Et ça aurait été une forme justement de résignation. À partir du moment où, au bout de quasi 18 mois, j'avais fait l'expérience qu'en réalité, on ne se mettait pas en situation de transformer un modèle sociétal, culturel, marchand, économique, qui soit adapté aux contraintes du XXIe siècle, à la rareté des ressources, à la vulnérabilité de nos écosystèmes et notamment de la planète. Je voulais pas... Voilà, je voulais... Comment dire? Je voulais être sincère. C'est-à-dire dire non, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est pas en sous-traitant dans un gouvernement à un ou une ministre, aussi convaincu soit-il ou soit-elle,
qu'on va arriver à transformer le modèle. Et qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend pour transformer le modèle? Déjà, partager une vision, partager la tâche. Il faut changer totalement le modèle. Une croissance qui épuise les ressources, une croissance qui sature l'atmosphère de gaz à effet de serre, une croissance qui épuise les sols, elle n'est pas compatible avec l'avenir de l'humanité. Puis on est encore dans cette ambiguïté où on pense que c'est un simple problème environnemental. Moi j'entends encore tout le monde me dire qu'il faut sauver la planète. Mais la planète, elle s'en fout. C'est l'humanité qu'il faut sauver. La planète, elle s'en remettra. Et aujourd'hui, ce qui est de la difficulté de nos sociétés, c'est nouveau, c'est inédit dans le parcours de l'humanité, c'est qu'il faut combiner le court terme et le long terme. Et nos institutions et les démocraties n'ont pas été capables de faire rentrer le futur et le long terme dans leur logiciel. Je prends un simple exemple très récent en France. Si vous pensez long terme, vous mettez une taxe carbone et vous faites en sorte que cette taxe carbone dissuade progressivement mais rapidement mais on a vu les conséquences d'investir dans les énergies fossiles. Mais si vous privilégiez le court terme, vous enlevez de la taxe carbone parce que ça enlève du pouvoir d'achat et que ça ajoute des difficultés aux citoyens français. Comment on fait pour combiner les deux? C'est toute l'équation. Message 2. Un vaccin pour traiter et guérir du cancer. L'idée a de quoi donner espoir à ceux et celles qui sont affligés par la maladie. Eh bien, grâce aux récentes découvertes du Dr Claude Perrault et de son équipe, un vaccin contre le cancer semble bien en voie de devenir réalité. Quand je dis vaccin, je veux dire vaccin thérapeutique, vaccin utilisé pour traiter un cancer existant et non un vaccin préventif, comme ce à quoi on est habitué. Le Dr Claude Perrault est chercheur principal à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie lié à l'Université de Montréal. Lui et son équipe travaillent depuis des années pour trouver un remède contre le cancer. Depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de preuves que notre système immunitaire peut éliminer des cellules cancéreuses. Si on stimule les cellules immunitaires, on peut augmenter la réponse contre le cancer. Alors là, la grande question qui se pose, c'est OK, mais les cellules immunitaires, que reconnaissent-elles qui leur permet d'éliminer des cellules cancéreuses? Pour l'équipe du Dr Perrault, il fallait donc trouver l'élément qui allait forcer le système immunitaire à débusquer puis à éliminer les cellules cancéreuses. Ça fait déjà, je dirais, plusieurs années que tout le monde cherche à trouver les molécules sur les cellules cancéreuses qui sont reconnues par le système immunitaire, puis qu'on n'y arrive pas. Le Dr Perrault et son équipe ont donc cherché là où personne n'avait encore osé s'aventurer. On estime qu'à peine 2% de notre ADN est vraiment utile. Des chercheurs de l'IRIC ont donc fait un pari audacieux. Ils ont fouillé dans le 98% d'ADN qu'on croyait inutile. Ils ont fouillé dans ce qu'on appelle l'ADN poubelle. Il fallait juste avoir le courage puis développer les instruments pour chercher là. En fouillant dans l'ADN poubelle, l'équipe de l'IRIC a découvert ce que d'autres recherchent depuis des années. Ils ont identifié ce qu'on appelle des antigènes. Et ces antigènes cancéreux sont capables de stimuler le système immunitaire. Non seulement ces antigènes cancéreux étaient capables de stimuler le système immunitaire, mais ils étaient capables de provoquer une réponse suffisamment forte pour faire régresser une tumeur. Ce qu'on souhaite, c'est dans environ 3 ans, pouvoir commencer une étude clinique de phase 1 où on va tester des vaccins chez des patients atteints de cancer autrement incurables. Depuis cette importante découverte, l'équipe du Dr Perrault dresse un répertoire des antigènes pour chaque type de cancer. Il n'y en a aucun qui, théoriquement, nous semble intraitable. Grâce au Dr Perrault et à son équipe de chercheurs, l'espoir d'un vaccin contre le cancer semble bien prêt de se réaliser. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal. Message 3. Frères migrants de Patrick Chamoiseau vient de paraître. L'occasion d'un grand entretien avec l'écrivain qui évoque la mondialisation, la créolité, la littérature et un monde qui pourra se construire sur la base de solidarité multidimensionnelle, évolutive et de fraternité imprévisible et transversale. Dans votre œuvre, vous faites exister un point de vue créole sur le monde, sur l'histoire, sur la pensée. Dans cette démarche, quelle place occupent les migrants ? Effectivement, mon point de vue n'est pas seulement créole, il est surtout relationnel. Le monde peut être vu comme se trouvant sous les effets conjugués de la mondialisation économique libérale,
qui est déshumanisante, et de la mondialité, qui est pour ainsi dire, et pour aller vite, réhumanisante. L'ensemble de ces forces antagonistes, mais solidaires, produit ce qu'Édouard Glissant appelle le tout-monde. Seulement, la dynamique réhumanisante de la mondialité ne se fait pas à l'échelle d'une patrie, d'une nation, d'un territoire, d'une identité qui se séquestre elle-même. Elle mène son aventure imprédictible sur une grande scène existentielle, chaotique, soumise à d'innombrables flux relationnels qui mettent à mal tous les imaginaires anciens. Justement, les migrants de votre dernier livre ne sont pas seulement caractérisés par leurs conditions. Ils sont le révélateur de rapports de pouvoir et de domination. Dans Frères migrants, vous liez la condition actuelle des migrants au capitalisme, au néolibéralisme, dont le seul credo serait le profit. Qu'est-ce qui, selon vous, caractériserait le libéralisme actuel en tant que pouvoir? Le néolibéralisme est un processus insidieux d'appauvrissement de l'humain. Il tend à la déshumanisation. Il a réussi à chevaucher le processus d'individuation que la fin des communautés anciennes avait accéléré. Et il a su faire en sorte que l'individu qui se retrouve à devoir se construire sa personne, ses principes, son éthique, le sens du vivre en soi et au monde, se retrouve happé par la main invisible du marché et réduit à n'être qu'un compulsif consommateur. Dans la compulsion consommatrice, le grand désir d'être, de vivre, de devenir, l'idée de solidarité ou de bienveillance, la décence naturelle, tout cela se résume et se perd dans le pouvoir d'achat. Vous qualifiez ce pouvoir libéral de barbare, que vous définissez par le fait que l'humain ne reconnaît plus l'humain. Quel sens donnez-vous à ce terme de barbarie? Pour moi, le barbare n'est pas ce qui est étranger à une culture, une civilisation, une vision du monde. C'est ce qui est étranger à l'effort que nous devons fournir en nous-mêmes pour être mieux humains. L'inhumain fait partie de l'humain. C'est une violence reptilienne qui nous habite et que nous devons juguler en permanence. La barbarie, comme je l'entends, et comme je crois qu'elle existe, fait partie du déshumain. Une entreprise quasiment systémique qui porte atteinte à ce que l'humain a de plus essentiel. Entretien réalisé par Jean-Philippe Casier pour Diacritique le 10 juillet 2017. Section D. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Question 51. Le pain est presque prêt. Question 52. Elle a pris beaucoup de temps. Question 53. Je crois que ça vaut ce prix. Question 54. Il y en a du vin. Question 55. Il faut que tu ailles en prendre. Question 56. Elle a vu de belles peintures incroyables. Question 57. C'est mieux de le faire s'occuper de ses patients. Question 58. Ce pan est connu pour son aspect majestueux. Question 59. Je regardais récemment les différentes possibilités d'amélioration. Question 60. Et alors, que compte-t-il faire en fin de semaine prochaine?